Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello chers Césiens, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder The Merge et on va le regarder dans les détails. On va regarder comment ça fonctionne, les impacts. Je vais essayer de répondre au maximum de questions que j'ai pu voir. Et ensuite, on va aussi parler de la suite, car en réalité, Ethereum 2.0, ce n'est pas The Merge. Ethereum 2.0 est un ensemble de mises à jour pour amener Ethereum à être beaucoup plus performant par sa scalabilité. Mais ceci n'arrivera pas à partir de The Merge. Et c'est pour ça qu'on va tout regarder dans les détails. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère évidemment que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube si t'es pas abonné. Et n'oublie pas le like pour soutenir ce type de vidéo et de faire grossir la chaîne avec l'ensemble de notre communauté. Soyons clairs, le travail de The Merge est un travail complètement fou. C'est un travail qui a duré pas loin de 2 ans. On va dire que ce travail a commencé le 4 novembre 2020 et se terminera le 15 septembre quand The Merge sera évidemment en place. Mais tu verras qu'il y a d'autres étapes pour aller vers ce fameux Ethereum 2. Celui qui te promet 100 000 transactions par seconde. Si tu as loupé un épisode, Ethereum fonctionne avec le Proof of Work, donc la preuve de travail. C'est donc la validation des transactions en passant par des calculs ultra complexes effectués par des personnes qu'on appelle les mineurs. Ils vont devoir résoudre des équations pour à la fin valider une transaction. Cependant, et je pense que vous n'avez pas loupé l'information, le minage d'Ethereum consomme énormément d'énergie. Si le Proof of Work est véritablement très sécurisé, malheureusement il est très consommateur d'énergie et vu la période et vu les discussions des régulateurs autour de ce sujet, eh ben il est clair que ça vaut le coup de changer. Mais en réalité ça faisait un petit moment en fait qu'Ethereum voulait passer en Proof of Stake, la preuve d'enjeu, donc celle qu'on va voir juste après. Le but évidemment de The Merge, c'est de passer du Proof of Work au Proof of Stake, car il se dit même que finalement, dès le début, Ethereum aurait voulu être en Proof of Stake, mais que les conditions n'étaient pas réunies pour mettre en place ce protocole de validation. Pour essayer de faire simple, il n'y aurait pas eu assez de validateurs, et cela aurait mis en péril tout simplement la sécurité du réseau. Mais le futur passage du Proof of Stake, a priori, était en prévision très tôt dans le projet, mais le travail finalement pour migrer d'un Proof of Work au Proof of Stake semblait beaucoup plus simple et le travail a été évidemment beaucoup plus long que prévu. Un grand nombre de difficultés se sont rajoutées dans l'équation. Et donc le Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu, on donne la possibilité aux gens en mettant leurs tokens en jeu, en les stackant, donc en les bloquant pour participer au réseau. Et si ceux-ci ont le nombre de tokens minimum qui est requis pour être considéré comme un acteur de confiance, et ben il va pouvoir participer à la validation des transactions. Celle-ci, évidemment, récompense. Les récompenses se faisant évidemment en ETH. Mais tu imagines bien que pour être considéré validateur officiel, il faut un très grand nombre de jetons et c'est pour ça que souvent, finalement, les validateurs proposent aux gens de pouvoir participer avec eux dans ce type de validation. C'est-à-dire que toi, tu peux aller avec très peu d'Ethereum, dire voilà, je vais stacker mes Ethers, mais en fait, tu les mets à disposition de ce validateur, tu n'es pas directement validateur. Et c'est pour ça que tu peux y aller avec un petit nombre d'Ethereum. Mais alors, qu'est-ce que cela va donner? Cela va permettre de diminuer la consommation énergétique de 99,95%, ce qui est gigantesque bien évidemment, donc ça c'est un point très positif. Ça permettra une toute petite amélioration dans la vitesse des transactions, mais cela ne devrait pas être transcendant, donc attention, le réseau Ethereum dans sa globalité ne devrait pas accélérer considérablement. Il est même possible que ça soit peu visible en réalité, en termes de ressenti. Donc là, évidemment, on est sur des points positifs, mais derrière ça, malgré tout, il y a quand même des points négatifs. La tokenomics globale d'Ethereum va changer. Et il y a des points d'ailleurs qui interrogent. Je vais essayer de faire simple. Quand tu fais du Proof of Work, tu as donc des fermes de minage ou tout seul sur ton ordinateur, peu importe. Tu vas évidemment participer aux validations de transactions, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un investissement initial, un investissement de maintenance et évidemment le coût de l'électricité. Donc, il y a des coûts réels et très importants évidemment pour faire du minage.
évidemment, tu ne mines pas pour perdre de l'argent, mais cela implique normalement, surtout pour les fermes de minage monstrueuses, qu'une partie des Ethereum récupérés en récompense impose tout simplement de les remettre sur le marché, donc en les revendant, et donc ça permet quand même d'avoir une répartition. Mais le risque d'être en perte n'est pas à exclure, il y a toujours cette possibilité de perte, évidemment, surtout si les Ethers baissent en termes de prix. Mais les mineurs doivent continuellement faire vivre et maintenir leur parc, donc leur ferme de minage, et peuvent finalement être perdants si l'Ethereum baisse trop. Le passage en Proof of Stake, la vente d'Ethereum n'est plus du tout obligatoire. Tu poses des tokens et on considère que tu es un tiers de confiance si tu en as assez. Ça veut dire que si tu fais une bêtise sur le réseau Ethereum et que tu te fais choper, eh ben, tu peux perdre tes ETH. Et forcément, derrière, bah là, c'est un gouffre financier. En revanche, si tu participes de façon honnête au réseau, tu n'as quasiment plus aucune dépense. Donc, tu n'as pas forcément de raison de vendre tes ETH, et ce qui implique beaucoup moins de répartition finalement des tokens. Et si on voit l'ensemble des calculs par rapport aux récompenses que recevront les validateurs, on parle à peu près d'un taux de 7% par an. Le problème, c'est que les récompenses de minage vont être retirées et donc Ethereum pourrait devenir déflationniste, bien qu'aujourd'hui il est lors des périodes de très gros volumes. Globalement, il reste inflationniste. Depuis l'EIP 1559, chaque transaction brûle un pourcentage d'ETH. Mais comme on va plus créer les tokens de récompense du minage, a priori, Ethereum aura une inflation nulle, voire sera déflationniste. Donc, le nombre de tokens global baissera, mais ceux des validateurs augmentera de 7% par an, ce qui va poser un véritable problème de répartition. Après, cela changera peut-être dans le futur, mais en tout cas, à l'instant T, on voit bien que cela va poser un véritable problème et va grossir les pressions vendeuses dans le futur. Évidemment, c'est un problème à prendre malgré tout avec des pincettes. Le problème grossira en plusieurs années. Ça va pas venir du jour au lendemain. Mais c'est un problème à prendre en compte jusqu'au moment où il y aura peut-être une évolution qui évitera d'amplifier le problème dans le futur. Passons à The Merge. Donc The Merge, c'est tout simplement la fusion. Et quand on parle de fusion, c'est qu'en fait, on va fusionner deux blockchains ensemble. Donc la blockchain principale Ethereum et une blockchain qui a été créée pour faire le Proof of Stake qui s'appelle la Beacon Chain. La Beacon Chain, c'est donc, avant la mise en place de The Merge sur le réseau principal, qu'on appelle Ethereum Mainnet, une blockchain qui a été faite en parallèle, qui permet de gérer et de coordonner le réseau sous le Proof of Stake. Ce qui veut dire tout simplement que la Beacon Chain, il n'y a pas de mineur, mais par contre, évidemment, elle doit se mettre à jour et donc doit également valider l'ensemble des transactions qui s'effectuent sur Ethereum sur sa propre blockchain. Sinon, évidemment, la fusion ne serait pas possible ou serait extrêmement difficile. Et c'est pour ça que ceux qui stake aujourd'hui de l'Ethereum, peu importe le format sur lequel vous êtes, il y a plusieurs tokens associés à ça, et ben vous êtes déjà récompensé, car en réalité, la Beacon Chain fonctionne déjà. Et donc, le 15 septembre, on va greffer la Beacon Chain sur le réseau principal d'Ethereum, et les deux fonctionneront ensemble. C'est une opération à risque. Certains acteurs comme Binance prévoient d'ailleurs une alternative. On la verra après, mais ceci n'est pas fait par hasard. Mais l'opération a déjà été effectuée sur 3 réseaux Ethereum de test et qui ont fonctionné. Donc il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Il y a des risques, mais en tout cas, ça a été fait avec un grand travail en amont. C'est peut-être pour ça aussi qu'Ethereum donne l'impression d'avancer moins vite qu'un certain nombre de blockchains parce qu'ils font très attention à la moindre étape qu'ils essayent d'effectuer. Et si cette opération évidemment a pris un peu de temps, c'est que la Beacon Chain doit être capable de fonctionner après cette fusion. Donc il a fallu faire tout le travail nécessaire pour qu'elle ait des performances qui lui permettent vraiment de fonctionner en parallèle du Proof of Work. Et d'ailleurs en parlant de ça, pourquoi en parallèle? Tout simplement parce que le minage d'Ethereum ne s'arrêtera pas au moment de The Merge. Ça c'est aussi une erreur de le penser. Il va y avoir le concept de bombing qui va en gros rendre le minage de plus en plus difficile à partir de The Merge, donc de la fusion. Et donc normalement au niveau des mineurs, ça deviendra de moins en moins rentable et ceux-ci finiront par partir d'eux-mêmes. Certains estiment que la fin du minage sur le réseau Ethereum pourrait prendre jusqu'à 6 mois. Mais on verra qu'il y a aussi des risques et des perturbations du fait de choix peut-être différents de ces mineurs. Et cette étape d'avoir cette blockchain parallèle est très intéressante. Ça a permis tout simplement d'avoir un grand nombre de
validateurs, il y en a plus de 400 000 aujourd'hui, et donc de préparer aussi en termes de sécurité la mise en place de The Merge. En effet, il y a assez de validateurs pour ne plus être en risque le fait de passer en Proof of Stake. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le nombre de participants permet d'avoir une blockchain Ethereum déjà très décentralisée, ce qui n'est pas le cas pour la moitié des blockchains actuellement sur le marché. Mais en réalité, à l'époque, on parlait d'Ethereum 2.0. Ethereum The Merge n'est pas Ethereum 2.0. Ethereum 2.0, c'est d'amener évidemment à la baisse de consommation, mais également à la scalabilité. Mais Ethereum, dans le format final de The Merge, ne permettrait pas d'être scalable. Mais par contre, le Proof of Stake est une étape indispensable pour le devenir. C'est pour ça qu'il y a d'autres étapes supplémentaires qui arrivent à la suite. La prochaine étape, donc, s'appelle The Surge. Difficile de savoir quand elle arrivera. Certains parlent de 2023, mais il est possible évidemment qu'il y ait des complications qui sont découvertes entre-temps, et cela pourrait évidemment prendre un peu plus de temps que prévu. Et donc The Surge, c'est tout simplement l'implémentation de sharding, et donc en gros de faire une division de la blockchain en plusieurs sous-réseaux. Et cette étape est indispensable évidemment pour aller vers une scalabilité de la blockchain Ethereum. Quand cela se finalisera, les validateurs pourront tout simplement participer directement à un sous-réseau et ne pas prendre en compte l'ensemble de la blockchain. Et donc grâce à cette isolation, mais aussi à la capacité évidemment de multiplier ces sous-réseaux, on rentrera dans une phase de scalabilité possible. Donc en gros, à la fin, les validateurs seront sur des sous-réseaux, participeront évidemment au réseau général d'Ethereum, mais on pourrait rajouter des réseaux, des sous-réseaux sans le moindre souci, bien qu'il y a une mini subtilité. Il y aura forcément un moment où on ne pourra pas scaler à l'infini. Mais en termes de capacité de résoudre des transactions à la seconde, on sera largement au-dessus que des chiffres actuels. Et vous l'aurez compris, à ce moment-là, cela permettra de considérablement baisser les frais de transaction, tout simplement parce que tu n'auras plus besoin d'attendre pour passer ou de proposer plus d'Ethereum pour pouvoir passer assez rapidement sur le réseau. Car aujourd'hui, au niveau des transactions, c'est un système d'enchères. Plus tu mets cher, plus tu passes avant. Et quand il y a trop de transactions par rapport à la capacité de la blockchain, et si tu es pas dans ceux qui mettent le meilleur prix pour pouvoir faire passer sa transaction, et ben tu passes pas et tu attends jusqu'au moment où en termes d'enchères, tu finis dans le haut du tableau. Et c'est tout simple, on résout tout simplement les transactions par enchère. C'est comme Google Ads, celui qui met la meilleure enchère verra beaucoup plus sa publicité s'afficher sur les supports qui sont visés. Et ben là, c'est la même chose. Mais vu que là, il y aura plein de sous-réseaux, le nombre de transactions par seconde va être largement plus important. Et donc là, même avec ce système d'enchères, il suffira pas de grand chose pour pouvoir passer. À moins évidemment que la demande du réseau Ethereum parte dans un exponentiel encore pire. Mais soyons pas défaitistes. A priori, dans les prochaines années, ça devrait pas être le cas. À la base, The Surge et The Merge devaient être faits ensemble. Le Ethereum 2.0, on peut considérer que c'était le IP 1559, The Merge et The Surge, les trois réunis qui sortaient à peu près au même moment. Mais finalement, les plans ont changé. Ils ont décidé de faire The Surge après. C'est vrai qu'il y a aussi un grand nombre de Layer 2 qui permettent d'améliorer aussi l'utilisation de la blockchain Ethereum, même si c'est discutable encore en termes d'utilisation. Mais ils ont considéré que du coup, The Surge pouvait être fait après, ce qui finalement n'est pas plus mal, ce qui évite aussi d'augmenter les risques au moment où on met tout ça en place en production. Et ensuite, il y a encore trois étapes qui sont imaginées. La première, c'est The Verge, qui va être une étape d'implémentation des Merkle Trees, soit en gros une évolution des arbres de Merkle. Ceci permettra normalement de créer des preuves qui sont moins lourdes et donc de faciliter les transactions, mais également évidemment le stockage nécessaire qui est derrière, ce qui va donc réduire tout simplement la taille des nœuds. Et ça, c'est évidemment très important. Ça va permettre d'aller chercher une accélération globale du réseau à plusieurs niveaux. En effet, si cela accélère les transactions, ça va aussi accélérer un certain nombre de choses. Les analyses nécessaires sur les journaux de transactions seront beaucoup plus rapides. Les API finales, pour ceux qui feraient des apps ou d'autres choses, verraient aussi tout ça s'accélérer. Et donc, finalement, de limiter au maximum des congestions à plusieurs niveaux sur la blockchain Ethereum. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Bien qu'il
il ne faut pas s'attendre à voir cette livraison avant 2025 et je pense que ça sera même après. Celle-là permettra d'augmenter encore plus évidemment la capacité de traitement du nombre de transactions du réseau Ethereum et ce qui sera évidemment pas négligeable. Et ensuite, il y a The Purge. C'est tout simple. The Purge, on va nettoyer l'ensemble des journaux de transactions de façon à mettre l'ensemble de la blockchain sous ce nouveau format qui sera évidemment dessiné, car en effet, The Verge s'occupera des nouveaux blocs, mais n'aura aucun impact finalement sur les anciens blocs. Et donc The Purge va, lui, travailler sur tous les blocs qui ont été réalisés pour les nettoyer, pour amener sur le nouveau format. Et finalement, c'est peut-être cette étape-là qui va amener à accélérer encore plus la blockchain, plus peut-être même que The Verge. C'est encore évidemment très difficile de le savoir, seul l'avenir nous le dira. Et également, ils veulent intégrer un système où toutes les données qui ne seront pas nécessaires et qui auront plus d'1 an seront tout simplement supprimées pour les sous-réseaux sur lesquels seront les validateurs. Ils auront que les données qui ont moins d'1 an et potentiellement que celles de plus d'1 an qui seront indispensables globalement pour le travail qu'ils effectuent. Bref, faut pas croire, cette étape est également un très gros travail. Et pour finaliser, bien que c'est l'étape finale aujourd'hui, mais il y aura probablement d'autres étapes demain, ils vont regarder un petit peu tout ce qu'ils peuvent optimiser. Donc là, ça sera des petits lots d'optimisation par rapport évidemment à l'expérience prise avec le temps sur les anciennes étapes. Elles auront sûrement leur lot de problèmes, leur lot de surprises. Et donc, cette étape The Splurge sera là tout simplement pour optimiser l'ensemble de la blockchain Ethereum sur tous les aspects qu'on a vus précédemment ou même sur des petites choses qui n'ont pas encore été traitées. L'objectif à la fin est simple, c'est qu'Ethereum soit en capacité de pouvoir traiter 100 000 transactions à la seconde, devenir une blockchain avec des frais pratiquement transparents. Mais comme je le dis, à ce moment-là, il faudra voir évidemment le problème que posera le taux de stacking qui lui en revanche sera de 7% alors que la blockchain sera déflationniste et que les frais deviendront quasiment invisibles. Mais on n'a pas de doute, vu le travail démentiel de tout ce qu'ils sont en train de faire depuis des années, cette question sera mise sur la table très bientôt. Maintenant, l'inquiétude qu'il y a sur les marchés, c'est l'arrivée d'un fork. Et en effet, de plus en plus d'exchanges soutiennent ce fork qui s'appelle Ethereum PO, donc Proof of Work, avec son token déjà existant ETHW, que certains exchanges soutiennent officiellement, et pas des plus petits. On a Get derrière, on a Coinbase qui vient de l'annoncer, Poloniex, etc., etc. Binance la joue un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout le travail nécessaire pour pouvoir le supporter, mais elle ne sera, selon leur dire, pris en charge uniquement si finalement The Merge ne fonctionne pas correctement. Stratégie très particulière, mais Binance a quand même dépensé énormément d'argent pour prévoir cette implémentation. Donc le risque d'avoir quelques perturbations au moment de The Merge sur évidemment Ethereum Mainnet, donc le réseau principal, est une réalité à prendre en compte. Les impacts derrière sont très difficiles évidemment à imaginer. Ça serait pas forcément une bonne nouvelle vu qu'a priori le mois de septembre pourrait être un mois très compliqué sur les marchés, dont évidemment celui des crypto-monnaies. On verra ça. L'autre problématique qui se pose, est-ce que les mineurs finalement vont pas abandonner Ethereum une semaine avant ou quelques jours avant pour perturber complètement la mise en place de The Merge et eux partir évidemment sur leur fork, voire sur d'autres blockchains comme Ethereum classique. Ça, c'est une question évidemment très difficile. Il y a des rumeurs. Maintenant, pour avoir la certitude, c'est très compliqué, mais c'est un risque réel que la blockchain Ethereum finalement fonctionne très mal jusqu'au moment de The Merge, mais que finalement cela pourrait aussi avoir des impacts très négatifs pour l'arrivée de The Merge. Alors, il ne faut pas forcément être méga négatif. Disons que le risque est là et que là, sur le coup, c'est imprévisible. Par contre, sur le token ETHW, aujourd'hui, il se dit que seuls 2% à 10% de la communauté Ethereum pourrait partir dessus. Ça paraît encore assez peu pour faire de l'ombre, évidemment, à Ethereum à l'avenir. Mais évidemment, ce sont des choses à surveiller. Ce sont des risques réels d'avoir encore une répartition. Bien que finalement, la répartition qui s'était passée avec Ethereum classique et Ethereum, même si c'était une période peut-être plus positive, n'a pas du tout empêché Ethereum d'arriver là où il en est aujourd'hui. En tout cas, le 2 à 10% annoncé aujourd'hui de ceux qui partiraient vers le fork Ethereum Proof of Work ne semble aujourd'hui pas du tout être un danger pour Ethereum. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de rentrer dans le détail. Je sais, je suis désolé, elle est assez longue. J'espère évidemment que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube, que tu activeras les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.